le verre de champagne glissa de la main de Noah Carter et se brisa contre le sol de marbre. À quelques centimètres de la femme qui avait autrefois juré qu'elle mourrait pour lui. Maintenant parée de diamants et de fierté, Tessa se tenait devant lui avec l'arrogance d'une reine convaincue d'avoir conquis le monde. À peine 24 heures plus tôt, elle avait signé un contrat de 500 millions de dollars. Les flashs des appareils photos, les journalistes scandant son nom. Mais ce soir, dans le même salon qu'il avait construit de ses propres mains, elle pointa la porte du doigt et dit froidement : « Tu n'as plus ta place dans ma vie, Noah. J'en ai fini de vivre petit. » Noah ne discuta pas. Il ne supplia pas. Il la regarda juste assez longtemps pour que sa confiance vacille et murmura : « Fais attention à ce que tu construis, Tess. Certains empires reposent sur du sable. » Elle rit alors que la porte se refermait derrière lui, ignorant que la compagnie qui venait de faire d'elle une star lui appartenait, et que ce qu'il ferait ensuite réduirait son monde en cendres. Des années auparavant, les néons de l'hôpital Saint-Joseph clignotaient au-dessus de Noah alors qu'il signait le dernier formulaire de consentement. Sa main tremblait, non pas de peur, mais de l'épuisement d'un homme qui avait vendu tout ce qu'il possédait pour garder la femme qu'il aimait en vie. 2 jours plus tôt, le spécialiste avait prononcé les mots qui l'avaient brisé. Insuffisance ovarienne, opération d'urgence, paiement immédiat requis. Sans hésiter, Noah avait conduit sa berline chez un concessionnaire de voitures d'occasion et remis les clés. La voiture qui l'avait conduit à son premier entretien d'embauche, à leur premier rendez-vous, à leur mariage, avait disparu avant le coucher du soleil. Lorsqu'il revint à l'hôpital, Tessa était allongée, pâle, sous des draps blancs fins. Elle tenta de sourire quand il embrassa son front, murmurant : « Tu n'aurais pas dû la vendre, Noah. » Il repoussa doucement ses cheveux en arrière. « Ce n'est que du métal, Tess. Toi, tu respires. » Ses yeux brillaient, mais dans leur reflet, on pouvait déjà voir une lueur d'autre chose. Une faim que la douleur ne pouvait effacer, une étincelle appartenant à quelqu'un qui voulait plus que la survie. L'opération fut un succès. Noah passa chaque nuit à son chevet, dormant sur la chaise étroite des visiteurs, lui donnant de la soupe, lisant à voix haute des articles sur le design architectural, le domaine qu'elle rêvait de conquérir un jour. Lorsqu'elle put enfin marcher, il poussa son fauteuil roulant à travers les portes vitrées de l'hôpital, sous le soleil. « À partir d'ici, dit-il doucement, nous reconstruisons. » Et ils le firent. Dans un petit appartement d'une chambre surplombant la voie ferrée, Noah travaillait de nuit à réparer des circuits pour des entreprises locales. Pendant ce temps, Tessa dessinait des plans et des propositions sur leur table de cuisine bancale. Il construisit son site web de toutes pièces, téléchargea ses portfolios, conçut le logo qu'elle adorait, une boussole dorée dans un cercle. Quand les clients payaient en retard, il couvrait les factures. Quand elle doutait d'elle-même, il insufflait de la foi dans ses poumons. Leur soirée était calme, remplie du bourdonnement d'un vieux ventilateur de bureau et de l'odeur du café brûlé. Aux yeux des autres, ils étaient inséparables. Le mari dévoué et la rêveuse en convalescence. Pourtant, sous cette harmonie, Noah surprenait parfois Tessa fixant la fenêtre alors que les trains passaient, les yeux lointains, les pensées bien au-delà de leur lutte commune. Il prenait ce regard pour de l'ambition. Il n'avait jamais reconnu qu'il s'agissait d'une agitation. Pour leur 3e anniversaire, il lui offrit un modeste collier en argent, le seul cadeau qu'il pouvait se permettre. Elle sourit poliment, le remercia, puis retourna à la rédaction d'une autre proposition avant minuit. Noah embrassa son épaule et murmura : « Un jour, l'un de ces dessins changera tout. » Elle ne répondit pas. À l'aube, tandis que Noah préparait sa boîte à outils pour une autre journée de travail, Tessa se tenait devant le miroir, traçant du doigt la cicatrice sur son abdomen. La gratitude avait disparu. À sa place grandissait une conviction dangereuse que l'amour sans pouvoir était une prison. Elle voulait l'horizon, les contrats, le monde. Et bien qu'elle ne le sût pas encore, cette fin exigerait bientôt un prix bien plus élevé que la voiture que Noah avait vendue, ou les vœux qu'il croyait autrefois indestructibles. La convalescence de Tessa ramena sa force, et avec elle, une agitation qu'aucun confort ne pouvait apprivoiser. La cicatrice sur son corps avait guéri, mais celle dans son esprit s'élargissait. Pendant que Noah partait chaque matin avec sa boîte à outils et ses bleus de travail tachés de graisse, elle passait ses heures à dessiner des concepts architecturaux que peu de clients locaux pouvaient se permettre. Leur quartier bourdonnait de bruit, vendeurs criant, moteurs ronronnant, enfants courant dans les ruelles étroites.
Mais dans leur petit appartement, le silence devenait de plus en plus lourd. Au début, Noah pensait que c'était de la fatigue. Elle fixait la fenêtre comme si elle voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Il faisait des blagues, lui servait du café, mettait même de vieux disques de jazz pour combler le vide. Mais son rire ne durait jamais. Elle commença à dormir plus tard, à faire défiler son téléphone bien après minuit, lisant des articles sur les promoteurs émergents, les expansions urbaines, les projets de construction de luxe. Son monde s'élargissait lentement, tandis que celui de Noah restait le même. Un soir, elle reçut un courriel de Titan Infrastructure Holdings, un conglomérat national supervisant une série de projets de routes et de ponts intelligents. Il cherchait des consultants pour un projet pilote. Les mains de Tessa tremblèrent lorsqu'elle l'ouvrit. Son modeste portfolio, que Noah l'avait aidé à mettre en ligne, avait attiré l'attention de quelqu'un, Gavin Blake, le directeur régional senior de Titan. Son message était poli, flatteur et incontestablement personnel. J'ai été impressionné par la logique claire de vos designs. Votre travail porte une vision. Rencontrons-nous pour discuter d'une possible collaboration. Tessa le lut 3 fois avant d'appeler Noah. Il était fou de joie, peut-être plus qu'elle. Tu vois, je t'avais dit que ton heure viendrait, dit-il en la faisant tournoyer dans ses bras. Ça pourrait tout changer, Tess. Il le pensait sincèrement. Il croyait que son succès à elle était leur succès à tous les deux. Cette nuit-là, il resta éveillé tard pour l'aider à préparer son diaporama, formater les diapositives, répéter les phrases qu'elle dirait. La réunion eut lieu dans un restaurant sur un toit surplombant la ville. Gavin Blake arriva en costume gris sur mesure, sa confiance aussi tranchante que son sourire. Il parla moins de contrats et plus de son potentiel, de son éclat, de sa prestance. Son ton oscillait entre affaires et admiration. Tessa le remarqua. Elle nota aussi la façon dont les serveurs s'inclinaient lorsqu'il claquait des doigts, ou payait le vin sans vérifier l'addition. Dans les semaines qui suivirent, Titan demanda plus de propositions de sa part. Les messages de Gavin devinrent plus chaleureux, ses compliments plus audacieux. « Tu es gâchée dans des petits projets, Tessa », écrivit-il une fois. « Tu devrais gérer des pâtés de maison, pas des rénovations de salon. » Elle rit d'abord, mais chaque mot s'ancrait en elle. Noah continuait à travailler de nuit, revenant à la maison avec une odeur d'huile et de fer. Il la trouvait éveillée, tapant des rapports sous une lumière jaune tamisée. Elle disait que c'était du travail, mais son téléphone était toujours retourné lorsqu'il entrait. Quand Titan annonça un dîner pour les entrepreneurs privilégiés, Gavin l'invita personnellement et lui dit de venir seul. « C'est pour le réseautage, dit-il. Reste professionnel, mais fais-toi remarquer. » Elle dit à Noah que c'était pour les affaires, l'embrassa sur la joue et partit dans une robe bleu marine qu'il lui avait achetée pour leur anniversaire. Il l'attendit cette nuit-là, surveillant l'horloge, ignorant que pendant qu'il était assis dans l'obscurité, la femme qu'il aimait franchissait déjà une ligne que nulle loyauté ne pourrait jamais réparer. La nuit du dîner changea quelque chose d'invisible en Tessa Carter. Elle rentra tard, son parfum mêlé d'une légère odeur de vin et de quelque chose d'inconnu, d'onéreux, d'étranger, comme l'ambition sous forme liquide. Noah était encore éveillé, assis sur le canapé, la télévision éteinte, prétendant lire un manuel. Lorsqu'elle entra, il sourit, soulagé. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. Elle accrocha son sac à main au crochet et répondit sans le regarder. « Ça s'est bien passé. Ils ont aimé mes concepts. » Puis elle disparut dans la salle de bain. Quand l'eau commença à couler, Noah fixa la porte en silence. Pour la première fois, elle n'avait pas dit « nous ». À partir de cette nuit, le rythme de leur vie changea. Tessa commença à assister à plus de réunions, chacune s'étendant plus tard que la précédente. Son ton envers lui ne s'adoucissait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Des documents tapés, des designs révisés, des dépenses couvertes. Elle disait que Titan payait en retard. Il la croyait. Il emprunta même sur ses économies pour soutenir ses délais, pensant que le succès n'avait besoin que d'une dernière poussée. Mais le succès l'avait déjà trouvé à travers Gavin Blake. La première fois qu'ils se rencontrèrent hors du bureau, elle se dit que c'était inoffensif. Un café, une frustration partagée sur la bureaucratie. Il lui dit qu'elle avait du feu, que des hommes comme Noah ne pourraient jamais comprendre les femmes faites pour de plus grandes choses. Elle rit nerveusement, prétendant ne pas être d'accord.
Mais quand sa main effleura la sienne, elle ne se retira pas. Cela commença par des textos, des compliments déguisés en encouragement, des appels tardifs sur des révisions de design qui déviaient toujours vers des conversations personnelles. Gavin était plus âgé, calculateur, et savait exactement comment la faire se sentir vue. Tessa, flattée et terrifiée, tenta de poser des limites, mais chaque conversation les brouillait davantage. Une nuit, après un autre gala de titans, l'inévitable arriva. Le vin, les lumières de la ville et l'illusion du pouvoir la consumèrent. Lorsqu'elle se réveilla à côté de Gavin le lendemain matin, la culpabilité la poignarda une seconde avant que la fierté ne l'engloutisse. Personne ne remarqua les changements. Le nouveau mot de passe du téléphone, le parfum qu'il ne reconnaissait pas, le rire qu'elle réservait à quelqu'un d'invisible. Pourtant, il lui faisait confiance. Quand il demandait si quelque chose n'allait pas, elle souriait et disait « Tu t'inquiètes trop ». Il se disait que le mariage traversait des phases. Il ignorait que cette phase serait sa perte. Les semaines devinrent des mois. Gavin commença à utiliser son influence pour rediriger les petits contrats de Titan vers la firme de Tessa. Ses revenus se multiplièrent. Elle déménagea son bureau à un étage supérieur, acheta des vêtements de créateur à crédit, et commença à parler d'un ton qui ne ressemblait plus à celui de la maison. Noah célébrait chaque victoire avec elle, bien qu'il ne vît jamais l'argent. « C'est tout pour réinvestir », disait-elle. Parfois, pendant qu'elle dormait, Noah étudiait son visage sous la lumière tamisée, se demandant si le succès rendait toujours les gens distants. Il ignorait qu'elle planifiait déjà une vie où il n'avait pas sa place. Gavin avait murmuré des promesses, une coentreprise, des appartements de luxe, des voyages, même un mariage. Et chaque mensonge s'enfonçait plus profondément que son alliance n'avait jamais pu. Un soir, quand Noah tendit la main vers la sienne, elle se retira doucement. « Je suis fatiguée », murmura-t-elle. Mais la vérité était plus simple, elle n'était pas fatiguée. Elle était partie. La femme qui pleurait autrefois dans ses bras à l'hôpital Saint-Joseph n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un qui croyait que la loyauté était pour les pauvres. Des années avant les dîners, les mensonges et les longues nuits de tromperie, il y avait eu un autre secret que Tessa avait enfoui profondément, un péché plus sombre que son infidélité, une blessure que Noah ignorait. C'était le jour où elle devint mère et menteuse dans le même souffle. La tempête ce matin-là était impitoyable. Le vent fouettait les fenêtres de l'hôpital alors que les infirmières couraient dans les couloirs sombres. L'accouchement de Tessa était arrivé 2 semaines plus tôt, alors que Noah était en déplacement pour un projet d'ingénierie. Il l'avait supplié de l'attendre, mais les bébés choisissent leur propre moment. Quand la douleur la déchira, elle cria pour qu'on l'aide. Quelques heures plus tard, épuisée et effrayée, elle mit au monde une petite fille. Minuscule, rose, vivante. Mais en tenant le bébé, tout ce à quoi elle pensait, c'étaient les factures entassées sur le comptoir de la cuisine et l'avenir qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le salaire de Noah couvrait à peine le loyer, et le médecin avait averti que sa précédente opération rendait son corps fragile. Une autre grossesse pourrait être la dernière. Pour elle, cela signifiait une limitation, et Tessa Carter refusait d'être limitée. Le lendemain matin, une femme s'approcha d'elle dans la salle de convalescence. Riche, élégante, avec des yeux pleins d'une gentillesse désespérée. Elle et son mari essayaient d'avoir un enfant depuis des années. Elles murmurèrent des offres à travers des larmes, des mots qui semblaient être un salut enveloppé de péché. 50 000 $, assez pour lancer une entreprise, effacer les dettes, poursuivre des rêves. Le cœur de Tessa battait la chamade. Elle se demanda si Noah comprendrait si elle pouvait présenter cela comme une tragédie. Plus tard, la femme glissa l'argent dans ses mains tremblantes. « Tu peux lui offrir une vie meilleure, » dit-elle. Cette nuit-là, sous le couvert de l'orage, Tessa signa de faux papiers déclarant une mortinaissance. Le bébé fut emporté hors de la salle, emmailloté de roses. Quand Noah revint le lendemain matin, essoufflé et plein d'espoir, elle était allongée, immobile, sur le lit. « Elle n'a pas survécu », murmura-t-elle faiblement. Il s'effondra à genoux, sanglotant à ses côtés, maudissant le destin. Elle tourna son visage vers le mur et fit semblant de pleurer, bien que ses larmes fussent pour autre chose. Quelques semaines plus tard, quand Noah vendit sa voiture pour payer son opération, la culpabilité de Tessa faillit l'écraser. Mais la cupidité est rusée. Elle parle doucement, se faisant passer pour la survie.
Elle enfouit le souvenir, se convainquant qu'elle avait fait le bon choix. L'argent lança sa petite entreprise, le logo conçu par Noah. Il était payé par le prix de leur enfant à naître. Les années passèrent, et ce secret dormait sous des couches d'ambition. Mais la culpabilité a un battement de cœur, faible et constant. Parfois, quand elle regardait Noah dormir à ses côtés, paisible, confiant, elle sentait ce pouls s'accélérer, comme le faible cri d'un bébé qu'elle essayait d'oublier. Maintenant, alors que l'influence de Titan se resserrait autour d'elle, que Gavin murmurait des promesses et que les contrats s'épaississaient, ce vieux péché commença à refaire surface dans ses rêves. Dans ceux-ci, elle était de retour dans cette tempête, tenant son enfant, déchiré entre la vie qu'elle avait vendue et l'empire qu'elle avait construit sur son sang. Le cri du bébé résonnait dans son esprit, de plus en plus fort à chaque fois, comme pour lui rappeler que chaque empire a ses fantômes. Et un jour, les siens viendraient réclamer leur dû. Au moment où Titan Infrastructure Holdings annonça l'initiative gouvernementale des routes intelligentes, Tessa s'était transformée d'une architecte en difficulté en l'une des promotrices les plus prometteuses de la ville. Son nom apparaissait dans des articles économiques, des interviews et des invitations à des conférences. Pour le monde, elle incarnait la résilience. Pour Noah, elle était toujours sa femme, celle qui l'avait poussé à travers les portes de l'hôpital dans un fauteuil roulant, croyant que leur amour pouvait surmonter le malheur. Il ignorait que son succès était enveloppé de tromperies. Gavin Blake avait graissé chaque rouage pour s'assurer que la firme de Tessa, Carter Design, surpasse des soumissionnaires plus qualifiés. Il avait falsifié des documents, redirigé des rapports internes et murmuré aux bonnes oreilles. Quand la lettre d'attribution arriva, Carter Design se voit attribuer le projet de route intelligente de 500 millions de dollars. Tessa manqua de s'effondrer de disbelief. Les flashs des appareils photo peignirent son visage de triomphe. Elle se tenait au pupitre, Gavin dans l'audience, souriant comme un homme qui possédait son âme. Ce soir-là, elle rentra à la maison, tremblante d'excitation. Noah l'accueillit à la porte, encore en bleu de travail, un léger film de poussière sur le visage. Elle lui tendit l'enveloppe. « Noah, on l'a eu, dit-elle, la voix tremblante. 500 millions. » Pendant un instant, il oublia sa fatigue. Il la souleva dans ses bras, riant en la faisant tournoyer. « Je t'avais dit que tu changerais le monde, » dit-il. Elle rit aussi, mais cela sonnait répété. Lorsqu'il la reposa, elle regarda autour de leur petit appartement, sa peinture écaillée et son plafond bas soudain étouffant. Ils ouvrirent une bouteille de vin bon marché pour célébrer. Noah porta un toast à son génie, à leur parcours, à tout ce qui les attendait. Mais l'esprit de Tessa était déjà ailleurs, à la conférence de presse de demain, à la maison qu'elle avait vue en ligne, à la concession de voitures de luxe que Gavin avait promis de visiter avec elle. Les mots de Noah s'estompèrent comme un bruit de fond. Elle fixa la fenêtre, ne voyant pas leur reflet, mais l'horizon scintillant qu'elle croyait enfin mériter. Plus tard dans la nuit, pendant que Noah dormait à ses côtés, elle fit défiler son téléphone, lisant des messages de félicitations de collègues, et un particulièrement audacieux de Gavin. « On l'a fait, Tess. Toi et moi, partenaires à tous points de vue. » Son pouce plana au-dessus du bouton de suppression, mais au lieu de cela, elle répondit « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Le lendemain matin, le PDG de Titan fit l'annonce officielle. Noah regarda la diffusion depuis un petit café, la poitrine gonflée de fierté. Il remarqua le logo de l'entreprise en arrière-plan et sourit « Titan Infrastructure ». Ce qu'il ignorait, c'est que l'entreprise avait récemment changé de direction. Son fondateur, un investisseur vieillissant qui avait autrefois encadré Noah, avait discrètement transféré le contrôle à une fiducie privée. Noah avait été trop occupé à réparer des fils et à joindre les deux bouts pour prêter attention au remaniement corporatif. Ce soir-là, alors que les chaînes d'information rediffusaient le visage souriant de Tessa, Noah lui envoya un texto. « Fier de toi, Tess. Tu l'as mérité. » Elle ne répondit pas. Elle était assise à côté de Gavin dans une limousine, sirotant du champagne, son téléphone retourné sur ses genoux. Elle regardait par la vitre teintée les lumières de la ville s'étendant devant elle comme un royaume ouvert. « Ce n'est que le début, » murmura-t-elle. Et quelque part dans une autre partie de cette même ville, l'homme sur lequel elle avait tout construit était encore éveillé, lui écrivant une note qui disait « Je t'emmènerai sur le site demain ». Il ignorait encore que son offre de soutien serait accueillie par une trahison si aiguë qu'elle le changerait à jamais.
La lumière du matin filtrait à travers leurs rideaux fins, dorés et cruels, comme si elle se moquait de la paix que Noah croyait encore possible. Il se réveilla tôt, repassa sa chemise de travail et prépara un café assez fort pour combattre la fatigue d'une autre nuit sans sommeil. Tessa était rentrée après minuit, portant une robe de satin noir et un sourire qui ne lui appartenait pas. Elle n'avait pas dit grand-chose, seulement marmonné quelque chose à propos d'un dîner post-contrat. Noah avait hoché la tête et lui avait dit qu'il était fier. Maintenant, alors qu'il posait 2 tasses sur la table, elle émergea de la chambre dans un tailleur beige impeccable, les cheveux tirés en arrière, un parfum assez fort pour couper l'air. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages de félicitations, et un de Gavin, clignotant brièvement à l'écran avant qu'elle ne le retourne. Noah sourit, lui tendant une tasse. « Encore une grosse journée ?» demanda-t-il doucement. Elle ne le regarda pas. « J'ai une réunion de presse avec Titan », répondit-elle platement. Ensuite, un déjeuner avec des investisseurs. « Ne m'attends pas. » Il hocha la tête, essayant de cacher la douleur. « Je pensais qu'on pourrait aller au site ensemble. Voir où les routes intelligentes commenceront. Tu sais, pour porter chance. » Elle se tourna alors, les yeux froids, la voix calme. « Noah, tu n'as pas à être impliqué dans tout ce que je fais. » C'était le ton, pas en colère, juste dédaigneux, qui le fit poser la tasse lentement. Il chercha sur son visage la femme qui s'était autrefois accrochée à lui dans les couloirs de l'hôpital, celle qu'il avait appelée son miracle. Mais la lueur dans ses yeux maintenant était autre chose, la supériorité. Le genre qui vient quand l'amour devient un inconvénient. Les heures passèrent. En soirée, Noah rentra du travail et la trouva assise dans le salon, entourée de valises. Son cœur trébucha. Qu'est-ce qui se passe? Elle leva les yeux, calme, comme quelqu'un qui répète des lignes longtemps préparées. Noah, j'ai réfléchi, commença-t-elle, croisant les jambes. Toi et moi sommes devenus des personnes différentes. J'ai travaillé trop dur pour rester petite. J'ai besoin d'espace. Une nouvelle direction, un nouvel environnement. Je t'enverrai de l'argent pour que tu puisses recommencer. Il cligna des yeux, confus. Recommencer? Tess, de quoi tu parles? Sa voix se durcit. Je dis que je ne peux plus faire ça. Tu es gentil, mais la gentillesse ne construit pas des empires. J'ai besoin d'un homme qui avance, pas de quelqu'un qui répare des fils cassés. Quelque chose en lui se brisa silencieusement. Il ne cria pas, ne supplia pas. Il regarda simplement autour de l'appartement, la photo encadrée de leur mariage, le vieux dessin épinglé au mur, la tasse de café encore chaude. Chaque souvenir semblait soudain contrefait. Il resta là un long moment, puis hocha la tête une fois. « Si c'est ce que tu veux, » dit-il doucement. « Alors je ne t'arrêterai pas. » Elle sembla soulagée, presque victorieuse. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle ajouta « Je m'assurerai que tu sois pris en charge, Noah. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. » Il se tourna, les yeux stables. « Fais attention à ce que tu construis, Tess. Certains empires reposent sur du sable. » Puis il sortit, refermant la porte derrière lui. Elle exhala profondément, prenant son calme pour de la faiblesse. Dehors, le bruit de ses pas s'évanouit dans le bourdonnement de la ville. À l'intérieur, elle se versa un verre, trinquant silencieusement à sa liberté, ignorant que l'empire qu'elle pensait avoir construit reposait sur un terrain qui lui appartenait. La pluie tombait cette nuit-là, fine et implacable, lavant la ville en stries argentées alors que Noah Carter était assis seul dans sa voiture, garé dans une rue calme près du siège de Titan Infrastructure. Il n'avait pas prévu de venir ici. Quelque chose en lui l'avait simplement attiré. Le bâtiment s'élevait au-dessus de lui, verre, acier, pouvoir. Tout ce que Tessa avait poursuivi. Tout ce qu'il avait autrefois rêvé de créer avant que la vie ne le transforme en un homme qui travaillait de ses mains plutôt que de diriger avec son esprit. Il resta là des heures, observant le reflet de son propre visage dans le pare-brise. Calme, vide, indéchiffrable. Puis son téléphone vibra. Un courriel de son vieux mentor, Richard Langston, le fondateur de Titan. Objet, il est temps. Noah, Richard avait été son ami le plus proche depuis l'université, celui qui lui avait donné sa première véritable opportunité des années plus tôt. Titan Infrastructure avait commencé comme leur vision commune avant que Noah ne vende ses parts discrètement pour financer l'opération de Tessa.
Ce qu'elle n'avait jamais su, ce que personne en dehors d'un petit cercle ne savait, c'était que Richard avait acheté ses parts en fiducie sous le nom de Noah. Quand Richard prit sa retraite 2 semaines plus tôt, son dernier acte fut de transférer la propriété majoritaire, 61% de Titan, à Noah Carter. Noah n'avait même pas encore ouvert le fichier de transfert. Il était trop brisé par la trahison de Tessa. Mais maintenant, sous le bourdonnement de la pluie et des réverbères, il cliqua sur le document. Le sceau de Titan Infrastructure brillait en haut, son nom en dessous, Noah Alexander Carter, président-directeur général et actionnaire majoritaire. Il exhala lentement, fermant les yeux alors que la réalisation le frappait. Le contrat de 500 millions de dollars qui avait transformé Tessa en sensation publique avait été signé sous l'autorité de son entreprise. La femme qui l'avait chassé de chez eux avait construit son empire sur ses fondations. Pendant un long moment, Noah ne dit rien. Puis, tranquillement, il commença à planifier. Le lendemain matin, il rencontra son conseiller juridique, une femme discrète nommée Léa Morris. « Je veux un audit complet et privé des opérations régionales de Titan, dit-il. Tout ce que Gavin Blake a touché. Retracez-le, vérifiez-le, documentez-le. Discrètement. » Léa fronça légèrement les sourcils. Une préoccupation interne. Personnelle, répondit-il. Mais que ce soit propre. Je veux la vérité, pas du bruit. Dans la semaine, le premier rapport arriva. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Propositions falsifiées, transferts bancaires cachés, contrats non approuvés, tous liés au nom de Gavin Blake, et indirectement, à la firme de Tessa. L'équipe de Léa découvrit des courriels entre eux, cryptés, intimes, incriminants. Ils avaient utilisé leur liaison pour obtenir des approbations gouvernementales. Noah ne ressentit aucune rage, seulement un calme étrange, comme le silence avant une explosion. Mais le document suivant brisa ce qu'il restait de son cœur. Parmi les archives hospitalières, Léa trouva quelque chose enfoui plus profondément. Des dossiers médicaux d'il y a 11 ans montrant un certificat de naissance pour une petite fille Carter, née à l'hôpital Saint-Marie sous le nom de jeune fille de Tessa, marquée plus tard comme adoptée. Noah fixa le papier longtemps, incapable de respirer. L'enfant qu'il avait pleuré, la fille qu'il croyait morte, était vivante quelque part là dehors. Il referma le dossier et murmura pour lui-même, « Elle m'a tout pris. » Sa voix ne s'éleva pas. Elle s'enfonça dans le silence, celui qui porte des décisions plutôt que de la colère. Il s'adossa à sa chaise, l'horizon de la ville scintillant à travers les fenêtres du gratte-ciel de Titan derrière lui. Le temps des chagrins était fini. Le temps du calcul avait commencé. Le matin où l'examen interne de Titan se conclut, la salle de réunion entière était attentive, l'atmosphère assez épaisse pour étouffer même le bruit de la pluie dehors. Noah Carter se tenait à la tête de la table en verre, le logo de l'entreprise brillant derrière lui. Chaque exécutif le connaissait. Peu l'avaient vu prendre les commandes. Pour eux, il était l'investisseur discret que Richard Langston respectait. Aucun ne réalisait jusqu'à cet instant qu'il détenait désormais le contrôle absolu. « Monsieur Carter », commença Léa Morris, faisant glisser un dossier scellé sur la table. Les conclusions de l'audit confirment une faute grave dans le département des contrats régionaux. Gavin Blake a approuvé plusieurs accords sans autorisation, y compris un contrat de 500 millions de dollars à Carter Design. Noah ouvrit le dossier, mais ne le parcourut pas. Il en connaissait chaque page par cœur. « Procéder selon la politique », dit-il simplement. « Résilier le contrat, geler tous les versements liés, commencer l'examen juridique. » Les membres du conseil échangèrent des regards prudents. Un directeur s'éclaircit la gorge. « Monsieur, Carter Design est actuellement le visage de l'initiative des routes intelligentes de Titan. Annuler ce contrat pourrait attirer des retombées politiques. » Le regard de Noah était ferme. « Alors qu'il en soit ainsi. L'intégrité n'est pas négociable. » À midi, une notification de résiliation officielle fut envoyée à Carter Design, justifiée par un conflit d'intérêts, une violation de l'éthique corporative et un manquement à déclarer des relations avec le personnel de Titan. Dans le même souffle, les accréditations de Gavin Blake furent suspendues en attendant l'enquête. De l'autre côté de la ville, dans son bureau de luxe bordé de bouquets de félicitations, Tessa lut le courriel et sentit son sang se glacer. Son assistante se précipita, paniquée. « Madame, Titan vient de résilier le contrat. »
Tessa décrocha son téléphone. Gavin, dit-elle sèchement. Qu'est-ce qui se passe? Arrange ça. Sa voix tremblait. Quelqu'un a rouvert l'audit. Le nouveau PDG, Carter, il resserre tout. Je ne peux pas l'arrêter. Carter, répéta-t-elle, stupéfaite. Noah, non. Non. Quelqu'un nommé Noah Carter. Attends, une seconde. Les mots de Gavin s'interrompirent dans le silence. Tessa, c'est ton mari. Son cœur bégaya. Ex-mari, siffla-t-elle. Et il n'est personne. Gavin ne répondit pas. Ce soir-là, Titan publia un communiqué interne confirmant la suspension de 2 contrats majeurs et l'enquête sur plusieurs cadres supérieurs. Les agences de presse s'en emparèrent immédiatement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de spéculations. Fraude massive chez Titan, un dénonciateur anonyme expose la corruption interne. Tessa dormit à peine. Son téléphone ne cessait de vibrer. Chaque titre de presse mentionnait le nom de son entreprise. Elle appela Titan à plusieurs reprises, pour être redirigée ou ignorée. Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva au siège, la réceptionniste lui dit froidement « Monsieur Carter ne reçoit pas de visiteurs ». Elle se figea. « Monsieur Carter ». Les mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Pendant ce temps, dans son bureau en haut, Noah l'observait à travers la paroi vitrée teintée de la caméra du hall. Elle se tenait là, dans son tailleur de créateur, exigeant d'être vue, ignorant que chaque humiliation qu'elle endurait avait été choisie pour elle. Il ne ressentait aucune joie, seulement une finalité. Plus tard dans l'après-midi, Gavin fut convoqué aux ressources humaines sous prétexte d'un contrôle de conformité. 30 minutes plus tard, la sécurité l'escorta dehors, son badge révoqué, son ordinateur confisqué, son nom effacé du portail du personnel. Le soir, la tempête médiatique s'intensifia. Les reporters s'agglutinèrent devant le bureau de Carter Design, flashant leurs appareils sur la voiture de Tessa alors qu'elle passait les portes. Son équipe chuchotait. Les investisseurs se retiraient. Les contrats s'effondraient comme des châteaux de sable sous la marée. Dans son penthouse, Noah se versa un verre d'eau, observant les lumières de la ville scintiller. La phase 1 était terminée. L'empire qu'elle avait construit sur la tromperie venait de perdre ses fondations. Et dans le silence de cette nuit, il murmura pour lui-même, elle apprendra lentement. La chute se propagea plus vite qu'un feu de forêt. En 72 heures, l'histoire dominait les gros titres économiques. Titan annule un contrat de 500 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur la corruption. Le PDG Noah Carter lance un nettoyage interne. Carter Design sous examen. Les mêmes médias qui avaient autrefois qualifié Tessa d'étoile montante la traitaient maintenant de fraude. Les caméras s'installaient devant l'allée de sa maison. Les micros étaient poussés à travers la fenêtre de sa voiture alors qu'elle passait à toute vitesse sous les flashs. À l'intérieur de la maison que Gavin l'avait aidée à louer, elle faisait les sans-papiers nus sur le sol de marbre, son téléphone vibrant sans arrêt, messages d'investisseurs paniqués, de clients résiliés, et de quelques faux amis voulant prendre des nouvelles. Gavin était affalé sur le canapé, mal rasé, son arrogance envolée. Il avait reçu une notification légale du département de conformité de Titan ce matin-là. Fraude, corruption, violation de la conduite fiduciaire. Ses comptes étaient gelés, sa voiture saisie, son monde s'effondrait. Ça ne peut pas arriver, marmonna Tessa, la voix tremblante. Tu avais dit qu'on était en sécurité, Gavin. Tu avais promis. Il ne répondit pas. Il se frotta les tempes et dit doucement, je pense qu'il sait. Qui sait? Gavin croisa son regard. Ton mari, Noah Carter. Il n'est pas seulement le PDG, il possède Titan. Les mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. C'est impossible, murmura-t-elle. Noah est électricien. Il répare des machines. Gavin eut un rire sans humour. Peut-être autrefois, mais plus maintenant. Chaque document que j'ai vu depuis l'audit, sa signature est en haut. C'est lui qui tire les ficelles maintenant. Les genoux de Tessa faillirent céder. Son esprit remonta au jour où elle l'avait chassé, à la façon dont il s'était tenu dans l'embrasure de la porte et avait dit « Fais attention à ce que tu construis, Tess ». Elle avait ri alors. Maintenant, cela résonnait comme une malédiction. Pendant ce temps, la revanche de Noah s'approfondissait. Par les canaux corporatifs,
Il activa une clause dormante dans l'enregistrement initial de Carter Design, celle qu'il avait signée des années plus tôt lorsqu'il l'avait aidé à remplir les documents. La clause lui accordait 60% de contrôle de l'entreprise en cas de violation éthique ou de dissolution du mariage. Elle n'avait jamais lu les petites lignes. Elle l'avait juste supplié de signer rapidement à l'époque. Maintenant, c'était sa perte. Au crépuscule, ses comptes professionnels étaient gelés. Son bureau fut scellé sous ordre légal. Ses cartes de crédit furent refusées le lendemain lorsqu'elle tenta d'acheter un déjeuner. Elle sortit en trombe et cria dans son téléphone, appelant tous les contacts qu'elle connaissait. Personne ne répondit. L'avocat de Gavin cessa également de répondre. Sa famille l'avait abandonné. Son nom était maintenant un poison. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva un SUV noir garé près de la grille. 2 hommes en sortirent, des enquêteurs financiers de l'État. « Madame Carter, dit l'un d'eux fermement, nous avons un mandat pour saisir les actifs de l'entreprise liés au projet de route intelligente de Titan. » Elle resta immobile alors qu'il passait devant elle, chargeant des documents, des ordinateurs, et même la récompense qu'elle avait exposée dans son salon dans des boîtes. Son empire, celui qu'elle avait construit sur la tromperie et la fierté, était emporté morceau par morceau. Dans son bureau chez Titan, Noah regarda le reportage aux informations du soir. La caméra captura son visage, pâle et paniqué, essayant encore de garder la tête haute alors que les reporters criaient des questions. Il baissa le volume et fixa la fenêtre. La vengeance n'était pas censée être aussi silencieuse, aussi vide, mais le calme était nécessaire. Il restait encore plus à venir. Il ouvrit un dossier marqué « Preuves privées, confidentielles ». À l'intérieur se trouvaient des résultats de tests ADN pour les 3 enfants que Tessa avait prétendu être les siens. Tous 3 portaient la même mention, aucune relation biologique détectée. Il referma le dossier et murmura « Maintenant, elle saura ce que signifie vraiment la perte ». L'enveloppe arriva un vendredi matin, glissée sous la porte de la maison par un coursier qui refusa d'attendre une signature. Elle ne portait ni logo ni adresse de retour, seulement le nom de Tessa écrit d'une main familière et délibérée. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants, s'attendant à une assignation ou une autre notification financière. Ce qu'elle trouva à l'intérieur était bien pire. 3 feuilles de papier, chacune portant un nom et un sceau de laboratoire, et sous chaque nom, une seule phrase, aucune relation biologique détectée. Son souffle se coupa. La pièce tourna. Elle s'effondra à genoux sur le sol poli, serrant les papiers comme s'ils pouvaient se réécrire d'eux-mêmes. « Noah » murmura-t-elle, la voix brisée. Le monde autour d'elle commença à basculer, les souvenirs éclatant comme du verre brisé. Les enfants, les mensonges, les nuits avec Gavin qu'elle s'était convaincue être inoffensive. Tout ça. Elle trébucha dans le salon où Gavin était assis, fixant la télévision d'un air absent, le visage gris de nuit sans sommeil. « Tu as fait ça » cria-t-elle, lui jetant les papiers. « Tu as tout ruiné. Ils étaient à toi. » Il ramassa une feuille, scanna le résultat et se figea. « De quoi tu parles » dit-il d'une voix rauque. « Ne me mens pas » hurla-t-elle, la voix craquant. « Il sait tout, Gavin. Il sait pour nous, pour les contrats, pour tout. Il nous détruit. » Gavin laissa tomber le papier, une réalisation s'abattant comme un lever de soleil lent et cruel. « S'il sait, murmura-t-il, nous sommes finis. » La fureur de Tessa se transforma en panique. « Alors arrange ça. Fais quelque chose. » Il rit amèrement. « Je ne peux pas réparer ce que nous avons détruit. » Cette nuit-là, alors que la pluie fouettait les fenêtres, Tessa s'assit dans l'obscurité, les papiers étalés devant elle comme des pierres tombales. Pour la première fois, elle se vit clairement, non pas comme la femme ambitieuse poursuivant des rêves, mais comme l'architecte de sa propre ruine. Chaque choix avait été une transaction, l'amour contre la richesse, la vérité contre le pouvoir, la famille contre la gloire. Et maintenant, la facture était due. De l'autre côté de la ville, Noah était assis dans son penthouse, les mêmes résultats étalés sur son bureau. Il ne buvait pas. Il ne souriait pas. Il les fixait simplement, traçant les lignes imprimées d'une main stable. « 3 enfants, murmura-t-il. Aucun d'eux n'est le mien. » Les mots ne piquaient plus. Il s'installait simplement dans l'espace vide où son amour pour elle résidait autrefois. Léa Morris entra, portant un autre dossier. « Nous l'avons trouvé, »
dit-elle doucement. Noah leva les yeux. Qui? Votre fille. Celle de Saint-Marie. Il se leva si vite que sa chaise racla le sol. Où? Une famille à Franklin Ridge. L'adoption était privée, mais notre équipe a tout confirmé. Ils l'ont bien élevée. Elle a 11 ans maintenant. Ils l'appellent Hope. La voix de Noah vacilla pour la première fois. Hope. Il s'assit à nouveau, respirant fort. Après un long silence, il dit « Commencez le processus. Je veux qu'elle rentre à la maison. » Ce week-end, alors que Tessa se noyait dans le scandale et que Gavin faisait sa dernière valise, Noah se tenait dans un parc calme de l'autre côté de la ville, observant une jeune fille aux yeux brillants poursuivre des bulles dans l'air de l'après-midi. Son rire résonnait, pur, intact par la tromperie. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose d'ancien et sans mots passa entre eux. Il ne lui dit pas qui il était. Pas encore. Mais à cet instant, Noah Carter, autrefois brisé, autrefois trahi, sentit la première étincelle de vie revenir. La vengeance avait commencé comme une justice. Mais maintenant, elle avait trouvé un but. Il récupérerait ce qui était à lui. Les marches du tribunal étaient bondées ce matin-là. Reporters, caméras, spectateurs murmurant, tous attendant l'histoire qui avait captivé la ville pendant des semaines. Le scandale de Titan Infrastructure, le PDG face à son ex-femme et son manager en cours. Tessa se tenait près de l'entrée, le poignet tremblant, une ombre pâle de la femme qui posait autrefois pour les couvertures de magazines. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, pendaient maintenant mollement. Le tailleur noir qu'elle portait semblait emprunté, lourd sur ses épaules. À côté d'elle, Gavin Blake ajustait sa cravate de ses mains tremblantes. Ils évitaient de se regarder. Quand les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, Noah entra calmement, flanqué d'avocats. Pas d'arrogance, pas de triomphe, juste la présence calme d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. Son regard balaya brièvement Tessa, mais ne s'attarda pas. Elle tenta de croiser ses yeux, de trouver quelque chose de familier, mais ce qu'elle vit était plus froid que la colère, l'indifférence. L'audience commença avec le procureur exposant les accusations, fraude corporative, corruption, falsification et trafic d'enfants, cette dernière liée à la vente illégale de leur fille nouveau-née il y a plus d'une décennie. Chaque mot frappait Tessa comme une lame. Les lumières de la salle semblaient plus dures que le soleil, exposant chaque mensonge qu'elle avait jamais proféré. Quand les preuves commencèrent à défiler sur les moniteurs, courriels entre elle et Gavin, transferts bancaires secrets, documents falsifiés, elle sentit le sol se dérober sous elle. Chaque pièce était une confession qu'elle n'avait pas écrite mais qu'elle avait vécue. L'avocat de Gavin tenta de s'opposer, invoquant une manipulation, mais le juge le fit taire. Puis l'enquêteur monta à la barre et produisit la dernière pièce. Des dossiers hospitaliers prouvant que la petite fille Carter avait été vendue à un couple privé par un courtier non autorisé. La salle devint silencieuse. La main de Tessa vola à sa bouche. Alors que ses genoux fléchissaient, elle murmura « non ». Pas par déni, mais parce que la vérité semblait insupportable lorsqu'elle était dite à voix haute. Le procureur continua. Monsieur Noah Carter, par des canaux légaux, a depuis récupéré l'enfant. L'adoption a été annulée par ordonnance du tribunal. Des murmures parcoururent la salle. Tessa releva la tête, les yeux écarquillés. Tu l'as trouvée » bégaya-t-elle, la voix craquant. « Elle est vivante. » Pour la première fois, Noah se tourna vers elle. Sa voix était basse, contrôlée. Vivante et libérée de tout ce dans quoi tu l'as vendue. Tessa s'effondra sur le banc, sanglotant de manière incontrôlable. Gavin fixait droit devant, figé, réalisant que son alliance avec elle avait non seulement détruit sa carrière, mais mis fin à sa vie telle qu'il la connaissait. Le verdict du juge fut rapide et tranchant, coupable des deux côtés pour de multiples chefs d'accusation. 25 ans d'emprisonnement chacun, sans possibilité de libération conditionnelle avant les 15 premières années. Le marteau frappa une fois, résonnant dans la salle comme un coup de feu. Alors que les marshals les emmenaient, Tessa se tourna une dernière fois vers Noah. Sa voix se brisa en un murmure. « S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. » Il la regarda un long moment et dit « Ce n'est pas moi qui ai fait ça, Tess. C'est toi. » Quand les portes se refermèrent derrière elle, Noah resta immobile, les flashs des caméras crépitant à nouveau. Cette fois, pas pour le scandale, mais pour la justice.
Il ne sourit pas, ne célébra pas. Il exhala simplement, un homme qui avait enterré l'amour et la rage dans la même tombe. Dehors, la pluie recommença à tomber, lavant les marches du tribunal. Quelque part de l'autre côté de la ville, une fillette de 11 ans était assise près d'une fenêtre, lisant, attendant l'homme qui avait promis de venir la chercher. Le soleil se couchait derrière le nouveau siège de Titan, sa réflexion dorée se répandant sur la façade vitrée comme une bénédiction silencieuse. Des mois s'étaient écoulés depuis le verdict. La tempête qui avait autrefois consumé la vie de Noah Carter s'était enfin tue, laissant derrière elle un calme trop lourd pour être appelé paix, mais pas assez douloureux pour être appelé chagrin. Il se tenait sur la terrasse du toit, la ville s'étendant sous lui, des rues qu'il avait câblées, des bâtiments qu'il avait conçus, des systèmes qu'il avait réparés juste pour payer le loyer. Tout semblait plus petit maintenant, distant, comme un monde qu'il avait déjà dépassé. À côté de lui se tenait une jeune fille, les cheveux tressés proprement, ses yeux curieux scrutant l'horizon. Hope. Elle était timide au début, le jour où il était venu la rencontrer, incertaine de qui il était, pourquoi le couple gentil qu'il avait élevé pleurait en lui disant au revoir. Mais les enfants ressentent la vérité plus vite que les adultes. Quand Noah s'agenouilla et murmura « Je suis ton père », elle ne posa pas de questions. Elle tendit simplement la main et toucha sa joue, comme pour confirmer quelque chose que son cœur savait déjà. Maintenant, elle tira doucement sur sa manche. « C'est ton bâtiment ?» demanda-t-elle, pointant le panneau lumineux de Titan. « Le nôtre ?» dit-il doucement. « Un jour, si tu le veux. » Elle sourit, et le son de son rire résonna sur la terrasse comme des carillons dans le vent. En bas, la vie continuait. Les voitures klaxonnaient, les piétons se hâtaient vers chez eux, et les médias étaient passés à des scandales plus récents. Gavin Blake avait été transféré dans une prison fédérale, ses appels rejetés. Tessa, dépouillée de ses titres et de sa fortune, purgeait sa peine dans un pénitencier d'État. Elle écrivit une fois, une longue lettre pleine d'excuses, de confessions et de regrets. Noah la lut en silence, puis la plia soigneusement et la plaça dans un tiroir qu'il n'ouvrit plus jamais. Le pardon n'était pas quelque chose qu'il lui devait. La compréhension, peut-être, mais jamais l'absolution. Il jeta un nouveau regard sur l'horizon, pensant à combien l'amour peut devenir aveuglement. Il lui avait tout donné autrefois, du temps, de la confiance, même son avenir, et elle l'avait échangé contre des paillettes qui fondaient sous la pluie. Pourtant, sans sa trahison, il n'aurait peut-être jamais retrouvé sa fille. Sans la douleur, il n'aurait peut-être jamais retrouvé qui il était vraiment. Hope posa sa tête contre son bras. « Papa, » dit-elle doucement. « Est-ce que maman était une mauvaise personne ?» Il hésita. La brise du soir souleva une mèche de ses cheveux. « Non, » dit-il enfin. « Elle a juste oublié à quoi ressemble le bien. Est-ce qu'elle s'en souviendra ?» Il regarda vers l'horizon. Certains se souviennent trop tard. Ils restèrent là en silence jusqu'à ce que les lumières de la ville commencent à scintiller. Puis Noah prit sa main. « Viens, » dit-il. « Rentrons à la maison. » Alors qu'il marchait vers l'ascenseur, le reflet du père et de la fille scintilla contre le mur de verre, deux silhouettes s'élevant au-dessus d'une ville construite sur la trahison et renaissant par la vérité. Les reporters lui avaient autrefois demandé s'il regrettait ce qu'il avait fait, si la vengeance en valait la peine. Il n'avait jamais répondu publiquement, mais ce soir, en regardant la petite main de son enfant enroulée autour de la sienne, il sut enfin. Certaines tempêtes ne vous détruisent pas. Elles emportent les gens qui n'étaient jamais réels. Et dans ce crépuscule doré et silencieux, Noah Carter sourit. Pas comme l'homme qui avait gagné, mais comme l'homme qui avait survécu.